cristal, mais je me suis amusée à regarder les métiers de demain. On parle de neuromanager. Bon, ça veut dire qu'on va certainement chercher les managers qui, eh bien, ont des compétences humaines, c'est-à-dire même comment notre cerveau fonctionne et comment on s'adapte. Donc ça, c'est très intéressant. Pour avoir fait une formation en neurosciences, eh bien, je me dis qu'il y a vraiment un boulevard. Il y a plein de choses qui peuvent émerger. Des robots monitors. Bon, alors ça, je ne sais pas ce que c'est pour tout vous dire. On parle de santé digitale, des hackers éthiqueurs. Donc, moi, j'ai compris, bien en fait, des hackers de hackers, voilà, qui auront une certaine éthique. Bon, on peut imaginer un tas de métiers, on peut même faire fonctionner, oui, notre imagination. Voilà. Donc, je n'ai pas la boule de cristal, mais déjà, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a une évolution, il y a des tendances. Alors, je vais juste en fait, je ne voyais pas tout l'écran. Alors, petit rappel, les principaux contextes d'intervention quand nos clients nous demandent des managers de transition, ça peut être des contextes de retournement, de redressement, pour 14% des cas, de l'urgence managériale, encore un tiers des cas, gestion de projet, et puis conduite du changement. Et je me suis intéressée aux thématiques d'avenir. Et ces thématiques d'avenir, finalement, on va les retrouver dans le graphique, dans la deuxième partie du slide, dans les secteurs d'avenir. Et finalement, ça se croise. Donc, les thématiques d'avenir sont liées notamment à la prévention, à la sécurité, la santé et recherche, les nouvelles technologies qu'on va retrouver partout. Dans le domaine du BTP, avec les villes de demain, et puis pourquoi pas la mobilité, en fait, c'est très lié, et tout ce qui est environnement, énergie. Voilà pour les thématiques d'avenir, et ces thématiques, on va les retrouver dans des secteurs d'avenir, tout ce qui est service à la personne, et notamment avec le vieillissement de la population, et tout ce qui est lié à la santé, bien sûr. Les systèmes d'information ou l'informatique au sens large, avec une multitude de métiers qui émergent et qui vont continuer d'émerger. Et d'ailleurs, on a là aussi, dans ce domaine-là, des demandes parfois très spécifiques. Transport et logistique, on en a parlé, la supply chain, on va voir beaucoup d'évolutions. Le marketing digital, alors je l'ai mis là, c'est pas forcément un secteur d'avenir. Moi, je l'ai mis en tant que secteur d'avenir parce que je suis issue du monde marketing, mais les profils de demain ne seront plus les profils qui me ressemblaient. Le digital, la transformation digitale va avoir un impact très important. On aura des profils vraiment qui n'auront rien à voir, si je puis dire. Et puis tout ce qui est ingénierie et production, ça tombe bien, on forme beaucoup d'ingénieurs en France, donc en espérant qu'on les garde bien. Voilà. Et puis, je vais terminer avec notre livre blanc. Nous avons un livre blanc qui comporte 4 cahiers. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur les différentes réflexions qu'on peut mener chez Delville et en ce qui concerne le management de transition, on a sorti un premier cahier. Le deuxième vient de sortir et vous pourrez aller sur le lien qui est cité sur le slide. Et bien sûr, vous pourrez ensuite découvrir le cahier 3 et le cahier 4. Et là, j'ai terminé. Merci de votre attention. Merci, Carole. Bravo. Merci. Merci, Carole. Eric, tu veux dire un mot? François? Oui. Non, écoute, nous l'objectif, c'est de pouvoir échanger, répondre aux questions éventuellement. Oui. Ce que peut-être rajouter que dans l'équipe de Carole, donc il y a des membres de l'équipe qui nous ont rejoints maintenant depuis quelques mois, quelques années. C'est une équipe extrêmement à la fois soudée, qui est en charge en fait toutes les semaines de travailler sur l'ensemble des besoins qu'on veut avoir. Et c'est un travail assez remarquable qu'ils font. Et je tenais à le souligner, à le saluer. Et donc, avec Carole, ils vont identifier, travailler avec nous sur tous les potentiels besoins qu'on verrait pour telle mission. Donc, c'est important que les membres de ton club, François, connaissent, c'est vrai, Carole, bien évidemment, et puis ensuite, progressivement, connaissent les différents membres de l'équipe sourcing, créateur de talent. Et notre objectif à terme est d'avoir, comme les bureaux,
à la fois des équipes à Paris, mais aussi dans les régions. Hein. Et tout à l'heure, je disais qu'Olivier Barbry, donc, qui est patron du bureau de Lille, nous avait rejoint il y a 1 an. Le temps va tellement vite que c'est presque 1 an et demi, me rappelait-il. Voilà, donc vous avez Olivier à Lille, Barbry, c'est important. Vous avez Philippe Geoffrey et Yves Gouliou à Lyon, pour la région Aura. Et maintenant, Jean-Baptiste Bouillet à Nantes, en plus des équipes, on va dire, parisiennes, rue de Troyon. Ok. Écoute, merci pour ces précisions. Avant qu'Olivier Duquesne ne prenne la parole pour nous dire quelles questions sont arrivées dans le chat, et n'hésitez pas à les y mettre ou à les poser en direct aussi. On verra si c'est possible et si c'est pas trop la foire d'empoigne. Mais simplement une question qui fait suite à ton propos de Frédéric Stas. Pourquoi pas de collaboration avec la Suisse, la Belgique ou les Pays-Bas? Alors, on y va pas à pas. Je crois qu'il y a 3 ans, il y a 3 ans et demi à peu près, quand je suis arrivé chez Delville, on a travaillé avec un cabinet en stratégie sur la vision, sur la raison d'être de Delville. Et c'est vrai que dans la vision qu'on a aujourd'hui et qu'on avait à l'époque, on est en train progressivement de créer, d'organiser, de structurer la vision. Donc, il y avait cette vision avant d'ouvrir des bureaux dans les régions en France. Il y avait cette vision de créer des partenariats en Europe. On est en train de créer ces partenariats en Europe, de les fidéliser. Et pourquoi pas demain, en effet, d'autres pays comme la Belgique, la Suisse. C'est tout à fait imaginable. D'accord. Avant de passer la parole peut-être en effet aux personnes qui lèvent la main, Olivier, tu as repéré quelques questions que tu peux regrouper là dans le chat ou pas? Alors, je ne vois aucune question, François, mais je ne suis pas sûr que je sois en mode qui me donne la possibilité de voir toutes les questions en fait jetées en direct apparemment. Alors oui, je constate. Vérifier. En effet, c'est que toutes les questions me sont adressées à moi. Ben voilà. Sachez que vous pouvez mettre tout en bas, hein, quand vous notez votre question, vous sélectionnez tout le monde. Comme ça, tout le monde voit les questions que vous posez. J'en profite pour en relayer une, et puis après, je passerai la parole à Jean-Yves peut-être et à Martine là, qui lève la main. Mais oui, une question de Laurent Belin qui dit mais quelle confiance les entreprises accordent-elles à un profil junior? Laurent a 35 ans, il a fait 2 missions de management de transition. Voilà, on dit qu'il faut avoir les cheveux gris. À 35 ans, on est crédible ou pas? Oui. Alors, Tout à fait. oui. Oui. Il n'y a pas d'âge. Mais encore. Vas-y, Carole, En fait, vas-y. Oui, moi je pense que justement la richesse, c'est de pouvoir combiner en management de transition, combiner des profils qui ont une sacrée expérience, mais déjà à 35 ans, je trouve que les jeunes qui arrivent en entreprise, déjà dans les stages, sont très très bien formés. À 35 ans, il y a déjà un bon bagage et on a de la demande pour des plus jeunes et il faut en management de transition mélanger les générations et préparer l'avenir justement avec ces métiers du futur. Donc Moi, oui, il y a de la place pour tout le monde. Je connais un acheteur, tu vois François, un acheteur qui a démarré ses missions de transition vers 36 ans. Et depuis, donc, il enchaîne les missions de transition en achat dans des très beaux groupes. Et pour rien au monde, il repartirait en CDI. Donc, il y a peut-être des fonctions où tu vois, peut-être que naturellement, on va peut-être faire confiance avec un fonds d'investissement à un DG qui a peut-être plutôt 40 plus que 30 plus. Pour autant, il y a des fonctions où on voit des jeunes qui sont extrêmement pointus d'un point de vue technicité dans le métier, dans le digital, dans l'IA. Tu vois, on avait fait une mission pour une filiale d'un grand groupe du CAC 40
qui était une start-up de ce grand groupe. Ils étaient une petite quarantaine. Dans l'IA, l'objectif était de développer en fait des offres de services marketing digital avec des équipes de data scientists. Bon, ben, ce jeune homme ou ce monsieur de 35 plus était totalement crédible et légitime. Oui. Et ça a tellement bien marché qu'après la mission, ils ont voulu le garder. Donc, et on le voit en finance, en IT, en supply, il y a des fonctions. On avait un jour un besoin en relations sociales. L'entreprise avait fait appel à un directeur de relations sociales depuis quelques années. Ils en ont changé 2-3 fois. Et on a impliqué une jeune, très jeune, très technique, très juriste, sociale, très pointue. Elle ne s'est pas démontée face au syndicat. Elle a su se positionner. Ok. Bien. Alors, on commence à recevoir des questions, François. Vas-y, Olivier. J'ai une question de Georges Boineau qui demande à Carole combien avez-vous de demandes sur la direction commerciale. C'est vrai que c'est une fonction qui n'est pas jusqu'à présent typiquement management de transition. Alors, est-ce que c'est en train de changer chez Delville et puis sur quelle région? Alors effectivement, quand je suis arrivée fin 2019, bon, j'ai en charge plusieurs practices, notamment aussi la direction commerciale, et j'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. Mais finalement, j'en ai eu au fil de l'eau. Alors, je n'ai pas compté, mais on en a, je dirais, régulièrement. Peut-être pas toutes les semaines ou tous les mois, mais régulièrement. Et sur quelle région? Bon, ça peut être toute région. On a eu dans la région de Lyon, on a eu région parisienne, ou même à l'international. Oui, on a eu des besoins de directeur commercial en Pologne, en Pologne, en Tchéquie, en Allemagne. Ok. Peut-être peut-on passer la parole à Jean-Yves ou Martine qui ont levé la main et qui se démutent à ce moment-là pour prendre la parole. Martine Martin, voilà, allez-y. Oui, je veux bien. Oui, bonjour, Martine Martin. Sans que ce soit des questions évidemment personnelles, on est là pour poser des questions générales, génériques sur le… Okay. D'accord, donc moi je suis directrice achat, justement, en achat direct et indirect. Et ma question se posait par rapport à d'abord, merci beaucoup pour la présentation que j'ai beaucoup appréciée. Et puis aussi sur les nouvelles tendances qui sont extrêmement intéressantes. Je souhaite que vous veniez. Je souhaite que vous veniez, c'est tout. Et donc ma question rejoint un petit peu la question de bon nombre de personnes par rapport à leur propre activité. Il y a éventuellement de la plomberie. Donc, je l'ai mis en muet, ça, Christophe Dereau. Donc, ma question est la suivante. J'ai bien entendu la demande en logistique et j'ai été étonnée de ne pas entendre une demande sur les achats, puisqu'actuellement, effectivement, l'emploi c'est très compliqué techniquement sur le marché du travail, et j'entends aussi des entreprises qui se dirigent vers les achats pour essayer de trouver non pas des cost killers, mais plutôt des sources d'amélioration et une façon de travailler autrement. Et en fait, j'ai aussi, dans le réseau que j'ai pu approcher pour essayer de trouver des missions, j'ai entendu des personnes qui étaient en train de se poser des questions pour mettre en place un service achat. Alors, Eric, voilà, ma question est, qu'en est-il des achats? Carole, alors, tu veux? Oui, alors, moi, je vois ça au sens large, les approvisionnements, ce n'est pas la même chose, effectivement, mais on n'a pas eu beaucoup de missions en achat. Eric a plus de recul que moi, puisque je suis là que depuis à peine 1 an et demi. Donc, je vais te laisser répondre, Eric. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de besoins de transition en achat. Néanmoins, c'est comme les fonctions de direction commerciale, on en a régulièrement. C'est pas des
des besoins qu'on peut avoir toutes les semaines ou très fréquemment. Et ça peut être souvent jumelé à des fonctions achats appro, sourcing, catégorie manager. Donc, c'est pas toujours non plus qu'une fonction achat en tant que telle. Mais, vous voyez là, par exemple, je vois que Didier a réagi dans les questions-réponses, Gobi, qui nous écoute. On a fait une mission avec Didier Gobi pendant à peu près 1 an. Tant mieux et félicitations à toi si tu as retrouvé une mission depuis 2 jours. On a actuellement quelques missions achats en transition à l'heure où on se parle en mission chez Delville, mais ce n'est pas la majorité. Alors après, est-ce que les entreprises ne vont pas plus directement voir des cabinets, des experts, cabinets d'expertise en achat, qui détachent des experts pour des missions nous, ce qui est certain, c'est qu'on ne va jamais, si on peut vous aider autrement, on le fera. C'est-à-dire que si, grâce à notre réseau, on a connaissance d'une mission par un cabinet qui est spécialisé en achat, qui n'est pas un cabinet de transition, si on a connaissance d'un besoin en achat en CDI, typiquement, on pourrait en effet, via le cercle, François, t'en faire part. Dire voilà, c'est pas une mission de transition ou c'est pas par Delville, c'est plutôt. Mais on pourrait être au courant, nous, en tout cas, au travers de missions qu'on fait dans l'entreprise, via un CFO, via une DRH, via un patron des opérations, que tel cabinet achat spécialisé intervient et vous en faire part. Ok. Tout comme quand on a parfois des besoins en juridique, direction juridique, on a des missions actuellement en direction juridique. Alors, ce n'est pas non plus fréquent, ce n'est pas tout le temps, mais parce que ça peut être direction juridique immobilier, ça peut être compliance, ça peut être lié à des spécificités juridiques. Mais après, si on n'a pas à l'instant T un besoin en juridique et que vous voulez nous voir, on peut vous conseiller aussi, et on va vous recommander d'ailleurs, d'aller voir d'autres cabinets. Parce que l'idée, c'est que vous trouviez la mission. L'objectif, c'est que vous ayez une mission. Ce n'est pas que si nous n'avons pas de besoin juridique, nos confrères n'en ont pas. Et si on est au courant d'une mission chez un confrère, ou qu'on sait que chez un confrère, il y a quelqu'un qui est spécialisé en juridique, on vous dira, allez la voir, allez le voir. Et alors, une question là de Patrick Farc qui dit de façon générale, comment communiquez-vous auprès de votre vivier de managers de transition quand vous avez des missions à pourvoir? Oui. Carole, tu veux… Alors, il y a plusieurs moyens. Parfois, on communique à notre réseau. Parfois, on a, alors comme le disait Eric, la force de Delville, c'est d'avoir un esprit d'équipe et c'est vraiment dans les faits, on travaille de manière collaborative. C'est-à-dire que tous les cerveaux se mettent en action avec nos réseaux, avec notre connaissance et notre mémoire. Et donc, on est très stimulé. Donc, du coup, dès qu'une mission arrive, tu as pensé à un tel, ça va très, très vite. Et on n'est plus dans une réactivité de 72 heures, qui était assez typique en management de transition. On est sur 24 heures, voire 2-3 heures. Donc, parfois, on ne fait même pas appel à nos réseaux extérieurs, ça va très vite en interne. Parfois, ça peut être LinkedIn. On a un département marketing qui est qui est bien organisé, qui est très compétent, qui maîtrise très bien les outils de communication et digitaux. Voilà. Donc, en ciblant. Ou alors, parfois, c'est tout à fait public. On a plusieurs façons de faire. Récemment, François, on a fait appel à vous. Oui. Je pense qu'on continuera. Très bien. Et nous sommes très contents. Ouais. On fait aussi beaucoup de speed sourcing. On joue le jeu avec les autres réseaux. Voilà. Il n'y a pas une règle. Ok. Et ça va dépendre des fonctions. Ça va vraiment dépendre des situations et des besoins. Pour préciser ce que dit Carole, oui, Delville a fait 2-3 fois appel au cercle.
le SAC publie non seulement des missions qui sont publiées par certains cabinets sur Internet, hein, je le disais en préambule, mais aussi reçoit de la part de quelques EMT comme Delville et bien des demandes spécifiques pour trouver dans le vivier des profils très particuliers. Ouais. François, on a une question assez générale, mais qui me semble intéressante sur les freins en France pour développer le management de transition, comme dans les pays anglo-saxons. Et je profite aussi pour poser une autre question dans la foulée, qui serait sur l'impact du Covid. On commençait déjà par l'aspect frein, mais aussi nous dire un petit peu comment vous, chez Delville, vous avez vécu, ou plutôt, je dirais, pour la suite, comment vous voyez les mois qui viennent avec la crise qui est en cours. Merci. Sur les, tu me dis, Carole, si tu veux Oui, je te démarrer. laisse parler, puis si Ok, je ok. veux rajouter quelque chose. Ok. Sur les freins, je pense que grâce à nos, je crois que grâce à l'ensemble de la profession, des cabinets de transition, des entreprises de management de transition, des EMT, France Transition, et moi je le vois parce que, ayant vécu à l'étranger, ayant travaillé à l'étranger, étant rentré en France à 2-3 reprises, 2005, 2010, 2015, 2017, je trouve que l'évolution est assez flagrante, et aujourd'hui c'est plus, je pense qu'il y a moins de doutes, c'est plus évident, c'est plus logique en France. Enfin, on est encore en retard par rapport à des pays anglo-saxons, par rapport à l'Allemagne, par rapport où le marché est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus important. Mais je trouve qu'il y a eu une vraie progression parce que la profession s'est organisée, parce que tout le monde essaye de vraiment promouvoir ce métier de transition, de faire connaître le métier, et surtout d'expliquer le rôle d'un manager de transition, d'un dirigeant de transition par rapport aussi à un consultant d'un grand cabinet. Moi, je me rappelle d'un dirigeant qui m'appelle un jour, qui me dit: Rick, ça fait quelque temps maintenant que j'ai X grand cabinet chez moi, mais maintenant il me faut une personne qui va de l'intérieur prendre le lead, driver le projet, exécuter, implémenter. Et de plus en plus, on voit aujourd'hui notre rôle et votre rôle qui remonte dans la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, finalement, on est aussi considéré comme étant une alternative parfois à des Big Four pour implémenter le projet, pour faire en sorte que le projet soit réellement exécuté. Et ce qu'a fait Didier Gobi en mission de transition chez nous ou d'autres, je trouve que les lettres de noblesse sont acquises. Après, c'est une question de… bien sûr que c'est peut-être plus connu auprès des grands groupes ou des groupes qui sont conseillés que des PME ou des ETI, encore que. Nous, on est assez surpris de voir qu'aujourd'hui, un grand nombre de scale-up font appel à nous, des scale-up avec des fonds d'investissement, des startups aussi de temps en temps avec des fonds d'investissement. On aurait pu imaginer à l'époque que ce n'était pas dans leur ADN, dans leur mindset. Ce week-end encore, j'avais une personne, une DRH qui me disait non, je n'ai pas besoin de transition, j'ai besoin d'un consultant pour accompagner l'intégration. Mais je lui dis, en fait, ce que vous recherchez, c'est une personne qui va vous aider à faire en sorte que l'intégration se passe correctement. Donc, on a au sein des équipes du club Delville ou au-delà des profils très opérationnels qui ne sont pas consultants de Big Four, mais qui sont capables de vous accompagner, qui ont l'expérience, qui ont le recul. Donc, c'est un métier qui, je trouve, est de plus en plus connu, de plus en plus reconnu. On est encore loin des pays anglo-saxons, mais il y a eu un gros travail de fait de tout le monde. Et c'est en continuant à se professionnaliser, à se structurer, que les entreprises se rendront compte que c'est une profession à part entière.
Quant au Covid, nous, on a connu en 2020 deux périodes. On a connu la période mars-juin, où là, ça a été atone. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer 12-15 missions par mois, on démarrait un peu moins de 10 missions par mois. Le second semestre a été un second semestre qui a été très, très, très dynamique. En décembre 2020, on a fait le deuxième mois record du cabinet depuis sa création en nombre de missions démarrées. Et là, sur le premier trimestre, même sur les 4 premiers mois de l'année, on est en hyper-croissance par rapport à 2020 et surtout par rapport à 2019 dans certains domaines, dans certaines fonctions. Et globalement, on est au-dessus de notre plan. Donc, on a un démarrage 2021 qui est très encourageant. Et en hypercroissance, ça veut dire quoi? Le Q1 2021 est supérieur de quoi? De 30% au Q1 2020? Alors, globalement, je ne pourrais pas donner les chiffres comme ça, François, mais tu vois, rien que on se dit tout ici. Hein. Rien que ce mois-ci, je crois qu'on va démarrer 16 missions. Alors, la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que c'est sur des fonctions particulières et dans des secteurs particuliers, parce qu'on a une impression tout de même qu'il y a une très, très grande variété actuellement C'est vrai. la demande, selon les secteurs, selon les métiers, mais selon les secteurs principalement, l'agro, la logistique d'un côté, l'aéronautique, c'est plus compliqué, l'énergie, c'est assez varié. Carole, tu veux répondre? Alors, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un secteur en particulier. Je trouve qu'on a des demandes très, très variées. Et en plus, pour des profils, comme je disais, hybrides. Donc, le management de transition évolue. On avait des fonctions très traditionnelles et des demandes pour par exemple, les directeurs financiers, des directeurs RH. Donc oui, là, il y a une forte demande, toujours, et peut-être même beaucoup en ce moment. Mais on a aussi des demandes pour toutes les fonctions. Alors évidemment, si on prend les achats séparément ou les directions commerciales, ce n'est pas suffisant. Mais nous, on voit une variété, et ça, c'est quand même nouveau. Voilà. Et tout secteur. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des besoins croissants, mais ce n'est pas surprenant. Hein, je crois que c'est aussi lié à notre profession, en patron de projets transverses, structurants, accélérants. Vous voyez, des patrons de transfo finance, des patrons de transfo système, des patrons de transfo RH, il y a quand même un enjeu de transformation assez important au sein de nos clients aujourd'hui, dans le e-commerce, dans la distribution, dans le digital, au-delà des fonctions classiques. Il y a des vrais besoins de transformation et ça, on le voit. Et Carole en parlait, hein, les sujets, les projets, en tout cas les profils 360 degrés. C'est vrai que sur un même projet, on va devoir connaître les enjeux d'un ERP qu'on doit implémenter au sein d'un groupe coté en bourse avec X pays européens. L'enjeu socle financier avec les clôtures comptables, l'enjeu controlling, digitalisation des outils finance. Mais cette même personne qui est le patron de la transfo finance, elle va devoir aussi travailler très étroitement avec l'ensemble des directions métiers. Les achats, l'IT, enfin la supply, le sourcing, à pro-amont. Donc, c'est vrai que les sujets de transfo ne cessent de se développer. Au-delà des fonctions plus régaliennes, hein, parce que les fonctions financières, directeur financier, directeur des ressources humaines, on a aussi régulièrement, et ça reste quand même
voilà, les grands classiques, hein, je veux dire finance, RH, IT, système digital, supply, transfo, PMO, DG. Et dedans, vous pouvez intégrer dans un transfo ou dans DG, CRO ou PMI ou PMO. Bon. Et puis ensuite, on a ces autres fonctions dont on a parlé, les achats, le legal. Là, actuellement, on met une très belle mission pour un acteur avec une directrice juridique qui travaille sur un projet bien spécifique. Et c'est ça aussi la spécificité, c'est que ils ont une personne qui est directeur juridique qui est partie. Pour l'instant, ils n'ont pas recruté à l'identique. Ils ont plutôt opté pour un profil par rapport à un besoin spécifique, qui est de gérer ce projet. Et c'est là aussi on voit l'enjeu de nos clients, qui est de dire, OK, il y a peut-être potentiellement un poste CDI à la clé, mais pour l'instant, ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est que la mission nous aide à accélérer tel sujet, tel projet, tel enjeu. Okay. Eric, par rapport à la situation actuelle Covid dont on parlait, est-ce que vous voyez arriver désormais des missions, alors pour être positif, de relance d'activités d'entreprises qui ont été au ralenti pendant un an, Oui. ou pour voir le côté négatif, des situations, des missions de fermeture, de structure. Comment ça bouge sur ce sujet-là? Écoute, on a beaucoup moins de sujets de restructuring pur et dur qu'on aurait pu l'imaginer. Beaucoup moins. On en a, bien sûr, qu'il y a des sujets de restructuring opérationnel, de dette financière, mais tu vois, il y a d'accompagnement, de downsizing ou de PSE, mais c'est pas. On aurait pu imaginer qu'il y en aurait eu beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et finalement, c'est presque des projets, on va dire, de construction et d'accélération, parce qu'on s'est rendu compte que le Covid, finalement, nous a montré les limites dans certains métiers, certaines industries, de notre capacité à accompagner le client final. On a un client dans le e-commerce et dans l'agroalimentaire. Ils nous ont dit, en fait, en avril dernier, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de gérer une telle volumétrie en e-commerce. Mais par contre, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser les zones de stockage, le warehousing, la supply, les achats, le sourcing, l'approvisionnement, au-delà du e-commerce pur, hein, du digital. Donc, ça amène des réflexions plus globales dans l'entreprise. Et donc, du coup, ça accélère certains sujets transverses ou des sujets qui n'étaient peut-être pas aussi flagrants à l'instant T. Et puis, Carole l'a cité, hein, tout ce qui est lié à l'IT, RSSI, sécurité. Combien de clients nous ont dit, malheureusement, il a fallu attendre des cyberattaques cette année, parce qu'il y en avait quand même pas mal, pour enfin avoir les budgets qu'on attendait de notre direction pour lancer tels investissements et tels enjeux. Alors, en fait, j'essaye en même temps de répondre à vos questions. Il y en a beaucoup. Donc, parfois, j'ai l'air absorbée. Mais une des questions rejoint ce qu'Éric vient d'exposer, où certains d'entre vous s'étonnaient qu'on n'ait que 14% de demandes pour tout ce qui est retournement. Mais en fait, effectivement, derrière retournement, il y a plein de sujets. Et souvent, tout est mis dans le terme transformation. Finalement, il y a une recherche d'automisation des coûts et ça passe par les systèmes d'information, l'automatisation qu'on retrouve sur tous les métiers, c'est ce que j'évoquais plus tôt. Donc, le retournement, le redressement, etc., en fait, tout est mélangé. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Et ça peut aussi expliquer pourquoi on ne retrouve pas forcément les mêmes demandes qu'avant la crise. On est dans une transition. Maintenant, François, je pense qu'à un moment ou à un autre, même si beaucoup de sociétés ont été sous le PGE et accompagnées, etc., à un moment ou à un autre, le couperet va tomber pour pas mal d'entre elles
Et peut-être qu'en 2022 et non pas 2021, on verra d'un seul coup une vague d'enjeux de restructuring, mais plus tard. Ok, ouais. Il y a une question qui est aussi une question qui revient souvent là, dans ces webinaires, mais qui est intéressante. Il est intéressant d'avoir votre réponse à vous, Delville. C'est quelle est la proportion de missions que vous confiez à des primo-accédants? J'ai répondu un petit peu en partie à la question là, sur le chat. En fait, chez Delville, on attache beaucoup d'importance pour rencontrer de nouveaux managers. Donc, ça s'appelle les entretiens exploratoires. Au sourcing, on rencontre plus de 100 nouveaux managers par mois. On est 3. Et on a vraiment des objectifs dans ce sens. Mais également, du côté des RI, côté BU, il y a des objectifs pour rencontrer de nouveaux managers. Donc, on est très ouvert. On essaye de vraiment donner la chance à tout le monde et de ne pas privilégier une personne qu'on connaît absolument par rapport à une autre. Okay. Je pense que ce qui est important, c'est avant tout le profil par rapport à la mission et au contexte de la mission. Si les primo-accédants viennent nous voir en nous disant voilà, on veut faire la transition et qui comprennent bien ce que ça veut dire pour eux en termes d'engagement, en termes de disponibilité, en termes de mobilité, etc. Il n'y a aucun frein à notre niveau. Eric, il y a 2 semaines, Florent Chaput de IEM nous disait qu'en 2020, ils avaient sur leur mission, 50% étaient pourvus par des primo-accédants. Quel a été ce pourcentage chez vous en 2020, par exemple? Sincèrement, je ne l'ai pas en tête. Ça me semble beaucoup, 50%. En tout cas, c'est un chiffre assez important. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une tendance de fond, depuis notamment la période du Covid, où on rencontre, comme dit Carole, énormément de nouveaux profils et des primo-accédants. C'est une certitude. Te dire après combien on en met en mission par rapport à des professionnels de transition depuis quelques années, je n'ai pas le chiffre en tête. Non, moi non plus. Je sais que côté industrie, on en a eu pas mal. Mais là, moi non plus, je n'ai pas le chiffre. Bon, on pourra regarder. Mais en tout cas, c'est une tendance qui est certainement que ils ont raison, hein, mais nous, en tout cas, on voit c'est vrai qu'une tendance au primo-accédant, et tant mieux, parce que ça veut dire que le marché grandit, ça veut dire que les besoins se développent au sein de l'entreprise et qu'il y a de plus en plus besoin de nouveaux profils. Ok. Olivier, d'autres questions? Le seul frein, tu vois, au primo-accédant, c'est que je pense que dans ce métier de la transition, il faut quand même accepter d'être mobile. Et ça peut être le seul frein aujourd'hui qu'on verrait parfois à certains peut-être primo-accédants qui, voilà, pour des raisons très, très louables et personnelles, ne sont pas mobiles. Oui, d'ailleurs, là où c'était un peu compliqué pour nous au sourcing, c'était de pouvoir proposer des profils qui puissent se déplacer. Et c'est compliqué en ce moment. Une question d'Audrey Roussel qui nous dit, et qui vous interdit de répondre les deux, parce que ce serait... Mais j'ai répondu, je viens de répondre. Ah, tu as répondu, vas-y. Oui, alors elle demande. Je vais te laisser, François, poser la question, puis après je pourrai répondre. Audrey, si elle est encore en ligne, peut la poser elle-même. Audrey Roussel? Non. Sa question était donc, comment dire, est-ce que vous regardez d'abord la personnalité de la personne ou ses compétences? Et dites pas les deux parce que ça ne va pas lui plaire. J'ai vu, je viens de lui répondre. En fait, chez Delville, en tout cas, on attache beaucoup d'importance aux soft skills. Pourquoi? Parce que c'est ce qui différencie chaque manager. Et je dirais que les compétences, c'est le minimum. Mais il y a beaucoup de managers qui peuvent se comparer en compétences. Par contre, les soft skills, c'est ce qui va faire la différence. OK. Est-ce que vous voyez un allongement de la durée des missions?
Je vais laisser Eric en parler parce qu'il Oui. a plus de recul. Non, clairement, on voit un allongement des missions et on voit une prolongation assez répétitive des missions en cours sur plusieurs mois. Donc oui, il y a une… En fait, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, ça a été une de nos réflexions. On a vu des missions au début plus courtes, ou en fin d'année dernière, Q4 peut-être et Q1, Q3, Q4 et Q1, plus courtes que d'habitude en démarrage, mais finalement qui se prolongeait au-delà d'une durée moyenne de 7 à 9 mois. Et aujourd'hui, par exemple, on a des missions qui démarrent pour quelques mois et qui se terminent sur 24 mois. Donc, est-ce que c'était lié à la visibilité ou peu de visibilité qu'ils avaient, enfin que nos clients avaient pendant le Covid? Est-ce que c'était lié au fait qu'il y avait des besoins ponctuels et ils se sont rendus compte finalement qu'il y avait une nécessité de mener une mission sur une durée plus longue? Mais oui, ça a été une réflexion qu'on s'est faite nous-mêmes chez Delville. On a une question. J'ai une question. Moi, j'ai une question. Allez-y, allez-y. Oui, je suis Abdourahmane Mouhamed. J'avais fait une aventure l'année dernière par rapport à une entreprise éphémère où on avait fait un start-up où on avait créé pas mal de gens et on prospectait directement entre nous, les entreprises en direct. Voilà. Et je me posais la question, Monsieur Decaux, comme on est super nombreux au niveau agent, manager de transition, pourquoi on ne mutualise pas une recherche dans un lieu où, je ne sais pas, mais après, ensemble, d'aller se prospecter, faire un task force au sein des entreprises. Comme vous parlez que en fait, ce n'est pas très reconnu le manager de transition, pourquoi on ne se mutualise pas au niveau de recherche et prospecter directement au lieu d'un cabinet ou plusieurs cabinets, je vois, ils ont 4, 5, 6 personnes de commercial. Voilà, ce n'est pas assez nombreux par rapport à la représentation du manager de transition. Non, c'est une bonne question. Enfin, je vais laisser aussi d'ailleurs Eric et Carole parler de ça, mais le marché direct, le marché caché, comme dit la fédération, est un marché qui représente 40 à 50% des missions. Et à titre personnel, je trouve que les managers de transition ne vont pas assez sur ce marché-là. Il faut passer par les cabinets, les EMT et les meilleurs dont Delville fait partie. Hein, on le sait tous ici, mais je trouve que nous, managers de transition, on ne se prend pas assez en main pour aller prospecter. Regardez le résultat du sondage en début de séance. Quelques pourcents, 11 personnes sur les 250 qui ont voté, oui, prospectent elles-mêmes. Ça fait donc du 5%. Je trouve que ce n'est pas assez. Parce qu'en prospectant nous-mêmes, on évangélise le marché aussi. On va au contact des entreprises, comme le font les cabinets, comme le fait la fédération. Mais c'est aussi à nous, managers de transition, de porter la bonne nouvelle, entre guillemets, puis non pas de se vendre soi, mais de vendre le management de transition. Et de fil en aiguille, on va tomber sur des missions qui vont vous intéresser, vous, ou intéresser des collègues. Ouais. Enfin, Eric, je ne sais pas si tu as des choses à dire sur ce sujet-là aussi, d'ailleurs. Mais… Non, je pense que le sondage parlait de lui-même au début de la soirée. Je pense que c'est aussi en fonction des pays très liés à la culture, très liés aux attentes de nos clients. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les EMT structurés comme nous sommes, parce qu'on connaît nos clients, on peut anticiper chez eux des besoins, on travaille, on vit avec eux de l'intérieur. On a des managers chez eux depuis assez longtemps, sur des durées assez longues, donc on a une certaine proximité avec eux. On peut parfois, vous voyez, ce matin par exemple, on était avec une DRH d'un groupe et on lui a dit, tiens, voilà, vous n'avez pas de besoin à l'instant T. Par contre, tout ce que vous nous dites nous parle et potentiellement, vous pourriez rencontrer 2-3 personnes que nous connaissons chez Delville en prospective, échanger, et puis sur différentes thématiques, différents sujets, parce que ce que vous nous dites résonne et je pense que ces personnes-là pourraient vous aider.
Après, vous pouvez très bien vous organiser entre vous et comme vous dites, une task force. Et puis ensuite, il y a les plateformes digitales. Je pense qu'en fonction des missions, en fonction du degré de seniorité des missions et de la durée de ces missions et des enjeux, il y a la place pour tout le monde. C'est bon. Et c'est vrai que souvent, nos managers de transition en mission nous disent Eric, je ne suis pas un commercial, donc je ne sais pas me vendre. Voilà. Ou alors, je n'ai pas le temps, je suis débordé. Franchement, je bosse. Moi, j'ai des managers de transition qui bossent. Ils sont à 7 heures dans l'usine ou dans l'atelier, ils finissent à 20 heures le soir. Et ils me disent et on s'appelle un petit peu, alors on s'appelle régulièrement, mais on va faire un point ensemble avant la fin de la mission pour se dire ils me disent, tu penses à moi pour la prochaine. On essaye de faire en sorte qu'ils se concentrent sur la mission, sur leur mission, et qu'ils soient totalement tranquilles par rapport à l'avenir. Et après, je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Et tant qu'on peut, je dirais, diffuser la bonne parole, il faut le faire. Puis, Ça pose une- on en Pardon. prend le cahier numéro 2, vous verrez. C'est aussi l'art de poser des questions. C'est-à-dire, en fait, quand on devient indépendant, je peux en parler en connaissance de cause, eh bien, il faut en faire un terrain de jeu. C'est-à-dire vouloir aller à la rencontre, c'est arriver avec de la curiosité et maîtriser l'art des questions. Il y a plein de livres sur le sujet, parce que quand on arrive avec des questions, bien, quand on repart, on a des idées. Et puis surtout, on a donné des idées à la personne en face de nous qui verbalise des réponses. Et après, on peut rentrer dans un échange et puis proposer des choses plutôt que de demander. Et ça, en France, on n'aime pas demander. Alors, on peut retourner la chose. Mais il faut vraiment faire un terrain de jeu. Il faut que ça soit une pratique de convivialité, comme je le dis. Une question peut-être qui est aussi intéressante pour nous, managers de transition, c'est de savoir, en termes d'accompagnement et de direction de mission, comment vous pourriez qualifier votre intervention dans ces domaines-là, sachant qu'il y a des cabinets qui sont très présents en direction de mission, d'autres qui le sont moins. Il y avait une question plus spécifique sur l'accompagnement des jeunes managers de transition. Mais plus largement, comment traitez-vous ce sujet-là? D'accord. Je vais vous donner mon exemple. Je vais vous donner un exemple, mais qui est l'exemple du cabinet, parce que je pense qu'on a chez nous un comité qualité. Chez Delville, il y a un comité qualité qui est piloté notamment par le patron du bureau de Lyon, Philippe Geoffrey. Et Philippe donc a constitué un comité avec des membres de l'équipe Delville, donc à la fois des associés au cabinet, des commerciaux, des gens du marketing, etc. Bon, pour représenter l'ensemble des besoins que peut avoir un manager de transition de bout en bout de sa mission. C'est-à-dire du moment où on va le contacter pour un besoin jusqu'au moment où il va finir sa mission et en démarrer une autre. Donc, ce groupe qualité, comité qualité, travaille sur un tas de critères et de bonnes pratiques. Nous, quand une mission démarre, et ça c'est aussi dans le cadre, et vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation, on est en cours de certification Bureau Veritas au sein de France Transition. Donc, on devrait être certifié d'ici la fin de l'année. Dans les 10 premiers jours, on va faire à minima un point de mission avec le client et le manager. Ça, c'est l'ambition qu'on se donne. L'ambition parce qu'il se peut que parfois nos clients nous disent non, je ne souhaite pas, je n'ai pas le temps, pas pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on se donne. Et on essaie de la tenir. Donc, dans les 10 premiers jours, il aura reçu, donc le manager aura reçu, donc, dans le cadre de la nouvelle charte qualité qu'on a dessinée, qu'on a décrite, un pack dans lequel il a son weekly status report, dans lequel il a un support pour faire son premier diagnostic, rapport d'étonnement, et
un document qu'on va suivre ensuite avec le manager de transition et le client. D'accord ? Donc, par exemple, mercredi, on démarre une mission avec un client en région. Je vais demain envoyer au manager, au client, ce pack en disant, voilà, vous démarrez mercredi, voilà un petit peu, on rappelle les priorités de la mission, ce sur quoi la mission a été, pourquoi a été retenue et ce qui l'objectif. Et on va donc ensuite suivre avec le client et le manager, donc dans différentes étapes, le suivi de mission. Il y a 5 à 6 semaines à peu près, 4 à 6 semaines, où on va essayer de répéter cet événement avec nos clients, toutes les 4 à 6 semaines. Et donc, on va fournir systématiquement le diagnostic, le rapport donc, de mission côté client. Mais côté manager, moi par exemple, on essaye de faire un point avec eux régulièrement, toutes les semaines. C'est avant le démarrage, premier jour de démarrage, première semaine de démarrage. Et ce n'est pas que par téléphone ou par visio, ça peut être par SMS aussi. Mais en tout cas, il y a tout un séquençage. Et donc, ces 3 documents nous permettent de suivre la mission tout au long de la mission. Et par contre, vous avez des clients qui vous disent tout va bien, je n'ai pas besoin de suivi. Non, vraiment. Voilà. Donc, on va essayer aussi de doser par rapport à leur temps, à leur exigence. Par contre, une mission où on sent que l'objectif n'est pas clair, où on sent que le manager de transition a peut-être des doutes, où on sent que le client lui-même en interne, finalement, il y a un décalage entre l'objectif de la mission et la mission en tant que telle. Là, on va faire, moi je faisais par exemple un suivi de mission avec une mission récemment, tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs pour m'assurer, et cette personne-là a eu le support de 2 membres du club qui l'ont aidé pour structurer sa démarche de patron de projet. Olivier, d'autres questions ou, là, je vois qu'on approche des 20 Il y en a heures. beaucoup, mais je vois l'heure qui tourne. On va déborder comme Après, on d'habitude. rentre dans des questions peut-être plus spécifiques, plus personnelles. Moi, j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Dominique, vas-y. Bonsoir. Je suis Dominique Mondoloni, DRH de transition. Et ma question est quelles sont les missions spécifiques, ou plutôt, y a-t-il des missions spécifiques qui sont demandées au DRH depuis le confinement et depuis cette pandémie? Ou est-ce que ça reste des missions classiques? C'est pour que je puisse avoir une visibilité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport aux missions classiques qu'on demande à un DRH de transition? Pas forcément. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Pour certains, on va demander une expérience des relations sociales. On en a eu pas mal d'ailleurs. C'est un petit peu lié aussi au contexte, forcément. Dans les missions qu'on a eues, j'ai trouvé que ça restait assez classique pour le coup. Je ne sais pas, Eric, ce que tu as pu noter. C'est vrai que sur les fonctions RH, s'il y a un besoin RH, il est souvent précisé qu'une bonne connaissance des relations sociales est un plus. C'est ce qui démarque, c'est ce qui se démarque d'un autre. Je pense que c'est lié au contexte actuel. Il y a cette dynamique-là, donc la partie sociale, légale, juriste de la fonction RH. Il y a la fonction quand même, mais ce n'est pas nouveau, hein, mais je pense que c'est lié aussi à l'accélération de certains projets, c'est à l'accompagnement de la transformation, de la culture au sein de l'entreprise, parce qu'il y a eu des rachats, des fusions et des acquisitions. Et mine de rien, cette année, il y a quand même eu un certain nombre de mouvements, de périmètres au niveau des entreprises qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, là, ce matin, j'étais avec une DRH où l'entreprise est en train de s'intégrer, mais en même temps s'intègre, mais rachète d'autres entreprises. Donc, il y a une accélération des rachats en mode build-up qui est peut-être liée au contexte actuel parce que le Covid a fait que les entreprises peut-être sont séparées de certaines activités qui n'étaient pas core business pour elles,
D'autres ont vu l'opportunité de consolider une zone géographique ou une expertise sectorielle métier. Et d'autres, via les fonds d'investissement, ont eu des build-up successifs qui font qu'il faut maintenant aussi intégrer, fusionner et faire en sorte que la culture d'entreprise soit aussi prise en compte dans ces étapes de structuration. Je pensais surtout à la nouvelle organisation du travail entre le présentiel et le télétravail. Vous n'avez pas senti des choses là-dessus? Pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça. Pas Ok. plus que ça. C'est des vraies questions, hein. Il y a des questions avec les CSE et autres, mais pas plus que ça, non. D'accord. Bon, merci. Martine Martin et Olivier Mougeot après, rapidement, si vous voulez bien. Oui, je voulais vous remercier pour toutes ces informations que vous avez données qui sont extrêmement intéressantes et j'ai noté dans les discussions une question pour savoir comment avoir un échange direct avec certains d'entre vous dans la mesure où moi je me suis inscrite sur votre site et bon voilà, je crois qu'à un moment donné il faut effectivement arriver à se présenter. Je pense que moi j'ai essayé de faire un pitch tout à l'heure mais c'est pas très évident en fait quand on est aussi nombreux. Et puis je pense que l'intérêt, c'est aussi que chacun partage les expériences plutôt que se mettre en avant. Donc, pour aller plus loin dans la démarche, demain, comment est-il possible de prendre attache avec vous et puis pouvoir échanger de façon plus approfondie pour chacun dans nos cœurs de métier. Bah, il faut nous écrire, alors soit puisque vous avez accès à nos adresses email, je pense, Oui, en voilà. fonction des métiers, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, plutôt aller directement voir un consultant associé, directeur associé ou directeur de mission du cabinet. Sinon, vous connaissez aussi vos propres contacts chez Delville au niveau de l'équipe de Carole, avec Thomas Joly, avec Guillaume Pineri et Carole. On a une volonté de rencontrer un maximum de personnes. Malheureusement, on ne peut pas voir tout le monde physiquement ou par visio aussi rapidement qu'on aimerait. Mais d'où l'importance pour nous de régulièrement, et Carole parlait d'objectifs, ce n'est pas l'objectif pour l'objectif, c'est vraiment pour se dire qu'on souhaite garder un rythme de rencontres régulières de nouveaux et de primo-accédants, mais aussi de personnes qu'on n'a pas revues depuis quelque temps. Alors justement, juste pour conclure, pardon, juste pour compléter et conclure sur ma question, qu'est-ce qui va faire la différence? Parce qu'effectivement, nous sommes très nombreux à vous solliciter. Qu'est-ce qui va faire la différence sur un candidat que vous allez davantage soit faire une visio ou voilà, quelles sont les clés en fait pour pouvoir vous contacter? Soit la personne n'est pas connue du cabinet, donc on va la rencontrer parce qu'elle n'est pas connue. Soit elle est connue, mais elle a déjà été vue par plusieurs personnes, et donc on va se rapprocher des personnes du cabinet qui vous ont rencontré pour mieux vous connaître. Et donc, si on n'a pas un besoin à l'instant T, peut-être qu'on ne se verra pas tout de suite, mais au moins on aura vu, on saura qui vous êtes et ce que vous avez fait avec Delville. Et puis à un moment ou à un autre, dans le calendrier, moi je prends souvent une date, vous savez, parfois des dates, des rendez-vous dans 6 mois ou dans 4 mois ou dans 3 mois, parce que ce n'est pas tout de suite maintenant possible, mais si on réussit à s'organiser, au moins sur un trimestre ou un semestre, c'est quand même faisable. Olivier Mougeot. Et puis vous avez notre mail, ou en tout cas vous pouvez demander à François. Oui, mais j'enverrai à tout le monde le mail de Carole, du coup. Oui, d'accord. Olivier, oui. Merci François. Simplement, je rebondis sur une des dernières phrases d'Éric sur l'intervention précédente. Comment analysez-vous le comportement actuel des fonds des private equity, des fonds, parce qu'ils sont à la fois acteurs et représentent un aiguillon dans l'activité économique, et avec des contradictions. Moi, je suis plutôt CFO spécialisé à M&A, mais je sens qu'ils ont des difficultés. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue.
Des difficultés à quel niveau, vous dites, Olivier? Ah bah parce que si l'activité baisse et qu'ils doivent avoir un TRI chaque année de 15%, ça doit être compliqué. Oui, oui, ok, je comprends. Ok. Mais nous les fonds nous consultent et nous contactent. Je vais donner deux, trois exemples. Alors, soit c'est du haut de bilan, soit c'est du restructuring de dette, soit c'est pour accompagner des rachats de sociétés, soit c'est pour restructurer opérationnellement l'entreprise. Les fonds aujourd'hui nous font travailler assez régulièrement sur différents pans de leur activité. Et je pense que, d'ailleurs, on le voit, hein, je veux dire, les levées de fonds en France ne cessent de se développer et d'être de plus en plus importantes. Les mouvements s'accélèrent. Nous on est assez présents, on est assez proche de certains fonds d'investissement, et pas qu'en France, hein. Nos partenaires anglo-saxons, même en Allemagne, c'est différent parce que les fonds vont peut-être plus être des fonds aussi liés au family office ou au Länder, vous savez, aux régions. Mais nous, les fonds, ce sont des clients assez importants, assez fidèles. Eric, j'aime bien poser toujours deux questions, pas techniques, mais la première, c'est quelle recette as-tu pour nous donner, enfin, peux-tu nous donner une recette simple pour transformer un TJM en équivalent brut ou un équivalent brut en TJM? Deuxième question. Ça, tu ne transformes pas l'un l'autre, là, c'est pas possible. On ne sait pas faire ça. On sait pas faire. Et deuxième question, sur la marge des cabinets, des entreprises de management de transition, dont on sait qu'elle est conséquente. Est-ce qu'elle est négociable? Je veux dire par là, tu vois, je suis en train de chercher à vendre mon appartement. Toutes les agences que je vois passer ont une commission de 5% hors taxe. Je la négocie à chaque fois et ça fonctionne 2 fois sur 3. Est-ce qu'on peut négocier avec vous la marge que vous appliquez? Alors, excuse-moi pour cette question très. Non, il n'y a pas de. C'est histoire de mettre un peu de piment sur la fin. Mais il n'y a aucun enjeu pour nous. Et je vais te répondre. Enfin, je vais te répondre. Sur ta première question, très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. En tout cas, on a des systèmes chez nous et bien évidemment, on a des logiciels chez nous qui nous permettent de convertir des TJM en annuel brut et vice-versa. Et je pense que chaque mission va être différente. Sur une mission, on peut présenter des profils aussi très différents. Et l'enjeu de la mission peut être tel que par rapport à un poste, en rémunération brute, ça pourrait être 100, mais pour cette mission-là, pour ce job-là de la mission, si on devait retranscrire, le job ne serait pas à 100, mais à 150 ou à 200, ou peu importe, parce qu'il y a un tel enjeu que le rôle du manager de transition, il va être clé. Et tu vois, ce matin, on avait un call avec un client qui est étranger. Ça fait 6 mois qu'il essaye de trouver des solutions sociales en France. Et donc, l'intermédiaire qui nous contacte nous dit, voilà, il s'attend à un TJM de, je dis n'importe quoi, 100. Mais je lui dis, ça fait 6 mois que la situation est comme ça. Nous, si vous voulez vraiment la résoudre, on a une seule personne qui va vous aider, qui est disponible tout de suite, qui fait du part-time, mais ce ne sera pas 100. Ce sera peut-être 150 ou 200, mais au moins, votre problème va être réglé. Parce que c'est aussi la situation et la rémunération que va me demander le manager de transition.
Moi, je ne fixe pas les TJM. On va regarder plutôt l'enjeu de la mission. Et en fonction de ça, on va regarder. Ensuite, par rapport à la question de la négociation, je vais te dire différemment. J'ai un client qui perd de l'argent. J'ai un client qui a besoin de démarrer une mission de transition pour redresser une situation. On va travailler intelligemment avec le manager de transition pour trouver le bon compromis pour tout le monde. Et on ne va pas se dire à moins de temps, on ne prend pas. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. Très bien. Écoutez, il est 20h13, mais nous sommes encore 150 en ligne. Je trouve un peu délicat de couper à 19h45 comme prévu, mais je vois qu'une bonne partie de l'audience est encore présente. On peut peut-être encore prendre une ou deux questions et après on va conclure, mais est-ce qu'il y a des questions J'ai essayé de répondre sur le côté autant que je pouvais au fur et à mesure. On va peut-être passer les questions qui n'auraient pas eu de réponse à Carole pour que vous puissiez, donc Carole ou Eric, répondre. Oui. On va vous donner ça. S'il n'y a plus de volonté de questions, on va conclure là. Je voudrais simplement, peut-être avant de conclure… Il y a peut-être une question là, que je vois de Laurent à tout le monde. Très bien. Comment on se différencie je pense que non pas le fait d'être membre du club Delville est différenciant, mais surtout le fait d'avoir des membres du club Delville qui volontairement, pro bono, vont prendre du temps sur leur temps pour aider des managers de transition en mission Delville est une vraie différenciation. Quand j'ai un manager en Pologne qui doit rédiger des alternatives de vente, pas vente, avec Price, avec l'avocat social, avec la holding qui est en France et qui a besoin, moi, de se poser, de réfléchir, lui détacher 2 personnes du club Delville pro bono qui vont l'aider à brainstormer et affiner ses recommandations ou arbitrer, je trouve que c'est une vraie différenciation aujourd'hui au-delà du club qui vit et qui est animé, puisqu'aujourd'hui, cette année, on a fait plus de 10 webinaires et je crois qu'il y a eu plus de 2000 ou 3000 inscrits et participants. Donc, au-delà du club Delville, qui est une vraie communauté, cette communauté donne du temps aux autres. Et alors, j'ai parlé de l'association Sport dans la ville, mais aussi au managers de transition. Donc, ça, c'est 1. 2, cette volonté d'être structuré avec une approche d'un collectif systématiquement. Chez Delville, quand il y a un besoin, tout le monde est au courant. Tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va collégialement présélectionner, avec le travail que fait Carole et son équipe, les profils les plus adaptés à telle mission. Et ensuite, on va faire en sorte que les meilleures personnes du cabinet soient celles qui suivent la mission et qui répondent aux besoins du client dans l'offre commerciale. Donc, ce n'est pas un besoin, un client, un consultant, son manager, c'est systématiquement une équipe au service du besoin du client avec ce manager. Et alors, Eric, comment intègre-t-on le club? Alors, le club, c'est assez simple. Il faut passer 43 rendez-vous avec Delphine Philippe. Non, je plaisante. Le club, c'est simple. C'est un club en fait, qui s'est constitué depuis 11 ans et progressivement, en fonction des missions qu'on peut mener avec Delville, de transition réussie et reconnue par ses pairs, on intègre progressivement le club, sachant que le club fait à la fois des membres du club transition, mais aussi des clients. C'est les deux. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut connaître Delphine aussi, Philippe. Mais voilà comment on intègre le club assez logiquement par cooptation et puis par expérience et par vécu de mission au sein de Delville.
Voilà, donc différenciation, c'est le club et la façon dont le club aide. 2, c'est ce collectif qui est au service d'eux. Donc, vous voyez, par exemple, il y a un besoin, c'est pas si c'est mon client, déjà, ce n'est pas mon client, mais si c'est un client que je suis et sur lequel je ne suis pas le meilleur pour suivre la mission ou même mener la mission en termes de recherche de candidats, eh ben, je vais demander au sein de Delville à une personne qui est peut-être plus adaptée que moi. Ça peut être Bernard Michel d'un point de vue DRH, ça peut être Christophe Caro d'un point de vue industrie, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un partage, à moi un autre, de nos revenus, et ce qui fait que ça crée une dynamique collective, de collégiale. Très fort chez nous, cette dynamique collégiale. Même je vois la collaboration entre les BU, le marketing, le sourcing, je pense que c'est une vraie force. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais chez nous, c'est vraiment dans l'ADN et cela reflète les valeurs de notre dirigeant, Patrick Abadie. Et 3, je pense sincèrement que cet ancrage en région est une vraie différenciation aussi, puisqu'on est en train de créer en région des vrais écosystèmes régionaux, locaux, de proximité. Et c'est une vraie différenciation parce que ce sont des écosystèmes qui se développent. Voilà, et tout n'est pas centralisé à Paris. OK. Merci Eric, merci Carole. Je pense qu'on va en terminer là. Je voudrais vous proposer, avant de conclure, de répondre à ce sondage, ce rôti que je mets sur la table à 20h15, qui me permet de… ROTI, ça veut dire Return on Time Invested, vous le voyez. Ça me permet de recueillir vos avis sur ces soirées et de recueillir également vos propositions d'amélioration. Donc, je vous remercie de ou cliquer sur le lien ou d'utiliser le QR code qui est là. Le lien, je l'ai mis aussi dans le chat, donc n'hésitez pas. Ce que je voudrais aussi simplement, peut-être avant de nous quitter, c'est remercier évidemment nos intervenants, Carole et Eric. Merci d'avoir pris ce temps, d'être resté aussi tard avec nous. On est encore 130 en ligne. Merci à vous tous donc d'avoir participé à ce 4e échange avec une EMT. Ça a été Valtus pour commencer. J'allais dire bien sûr. Non, mais c'est vrai, tu peux le dire. Hein, oui. C'est aussi grâce à Valtus que ce métier existe et en tout cas est maintenant de plus en plus reconnu. Donc, et ça contribue. Oui. C'était Nîmes Europe et ça a été EIM. Aujourd'hui, c'est Delville. Et dans 4 semaines, l'invité pour dans 2 semaines n'est pas encore fixé, mais dans 4 semaines, ce sera Benoît Durantines de Wayden, qui nous fera aussi l'amitié d'être présent parmi nous et de répondre à toutes nos questions. Voilà. Merci beaucoup, François, pour cette invitation. Et je le redis, je suis très impressionnée par ce que tu as fait avec le site du Cercle des managers. Je le dis parce que je le pense sincèrement, il y a un travail inimaginable et en fait, en interne, on est assez impressionnés. Voilà. Merci bien, ça me fait plaisir, vraiment. J'ai pu apprécier aussi en venant chez Delville il y a quelques semaines l'esprit dont vous parliez tous les deux tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est l'esprit du dirigeant qui a créé, Patrick Abadie qui a créé ça et qui du coup propage, mais il y a un esprit qu'on ne trouve pas ailleurs et ça mérite d'être souligné. Voilà, écoutez, je vais peut-être justement laisser la parole à Carole ou à Eric alors du coup pour conclure, mais merci à tous en tout cas et rendez-vous sur le cercle bien sûr. Je ne manquerai pas de vous rappeler demain de commenter et de partager le post que je mettrai en ligne sur cet événement de ce soir, mais au plaisir de vous retrouver. Il y en a encore qui arrivent, là je suis encore en train d'admettre des personnes. Bon. Non, mais merci à toi François, voilà. et merci à vous tous pour votre écoute et l'interaction et les échanges. Voilà, on est tous humains, donc on fait le maximum pour vous rencontrer, pour vous connaître. Soyez pas vexés si c'est pas tout de suite.
Mais en tout cas, on fait en sorte que ça se passe à un moment ou à un autre. Et s'il faut prendre rendez-vous dans 4 mois, au moins, on le fait. Et c'est figé dans l'agenda. Super. Et je transmettrai bien évidemment l'adresse mail de Carole à tout le monde. Super. Voilà, merci aussi à Olivier Duquesne qui m'a assisté dans cet exercice pas facile avec 350 personnes et même un peu plus, puisque bref. Toujours un plaisir, François. Merci à vous. Allez, bravo pour ce que tu fais pour les managers. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée à Au vous. revoir à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir. Salut Carole, bonne soirée. Au revoir Eric. Au revoir François. Au revoir Olivier. Au revoir à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir à tous et merci. Je suis encore en train d'admettre une personne. C'est fou. On va rester entre nous, pratiquement là. À bientôt et merci beaucoup. Hein. Avec plaisir, Carole, et à bientôt, bien sûr. Oui.